procéder. Fouyezo nan kalalou ki tipe na jweno. An nou fouyezo nan patrimoine ki tipe na jweno. Oh, na jwen, Na jweno. na jwen, na jwen, Na jweno. na jwen, Na jweno. na jwen. Bonjour à toutes et à tous. L'Institut haïtien patrimoine et tourisme, Allo Afrique, vous dit un cordial bienvenue pour cette séance du 23 mai 2024. Aujourd'hui, nous recevons Dr Fomekon. Qui est Dr Fomekon? Il est enseignant-chercheur. Il est qualifié maître de conférence par le Conseil des universités en France. Il va nous entretenir aujourd'hui autour de quelque chose qui nous paraît tout à fait intéressant, mais qui est peu quotidien, alors que nous faisons cette pratique et à longueur de journée, dans nos conversations, dans nos rencontres. Il s'agit de la science du langage. Nouveau mouvement élocutoire, et c'est autour de ce thème qu'il va nous parler, et nous sommes vraiment contents et contentes pour accueillir Dr Fomekon Narcisse, et nous sommes vraiment bien disposés à l'écouter et à discuter avec lui de sa contribution. Merci Dr Fomekon, et les Amériques vous écoutent, notre région de Caraïbes vous écoute, le monde vous écoute. Nous faisons déjà coucou à l'Afrique, coucou et du lieu de tout le monde. Merci beaucoup. Bonne séance. Toutes les personnes qui sont ici présentes, nous allons au fur et à mesure adapter le langage, passer d'un langage purement scientifique à un langage plus simple, afin de permettre aux uns aux autres de mieux appréhender le sujet. Si je vais très vite, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais essayer autant que faire se peut d'adapter mon rythme à celui des personnes qui m'écoutent, à celui de tous ceux qui ont voulu prendre part à cet événement. Et j'en profite d'ailleurs pour leur remercier, car ce n'est pas évident du tout de suivre à distance et surtout aussi pendant plusieurs minutes. Donc, on partira d'une introduction qui sera plus basée sur un déblayage conceptuel, et pour terminer avec des conclusions, quelques leçons tirées, en passant bien évidemment par la présentation de la problématique, les hypothèses, une brève revue de littérature, un cadre théorique, celui qui nous a permis bien évidemment de collecter toutes ces données que nous allons partager. On reviendra également sur les types de mouvements élocutoires en Afrique, les principaux jeux oratoires qui existent, quelques associations d'art oratoire, les principaux championnats et les motivations et les carrières des débatteurs et des anciens débatteurs. Alors, nouveau mouvement élocutoire, néo-oralité. Il faut dire que nous avons utilisé le terme nouveau mouvement pour faire la différence entre les types d'oralité qui peuvent exister en Afrique. Binyo Marius, qui est l'un des chercheurs de la néo-oralité, et il préfère ce terme pour effectivement mettre en exergue ces nouveaux mouvements élocutoires. Nous entendons par élocutoire ici, on se réfère à une définition du Centre national des ressources lexicales. Des ressources lexicales, c'est tout ce qui se réfère à la parole, tout acte lié à la parole. Mais nous allons le ramener dans notre contexte aux actes liés à la parole, mais qui ont plus un versant esthétique. C'est-à-dire qui sortent des conversations quotidiennes pour entrer dans un champ purement esthétique où, au-delà du fond, on cherche une certaine beauté dans l'acte du langage. C'est pour ça qu'il convient pour nous d'abord de revenir sur quelques concepts dans le domaine afin de faire la différence entre ce qui pourrait nous intéresser, ce qui pourrait être placé dans les anciens mouvements et ce qui va dans les nouveaux mouvements. Et nous allons déjà partir des travaux du chercheur Walter Hong, qui déjà en 1982 publiait un livre qui me faisait une différence entre ce qu'on pourrait appeler l'oralité primaire d'un côté et l'oralité secondaire de l'autre côté. L'oralité primaire serait ce type d'oralité qui se développe dans un contexte où l'écriture n'est pas la chose la mieux partagée. Dans un contexte où les capacités mnémoniques des personnes qui pratiquent l'oratoire sont assez développées. Et de l'autre côté, on a cette oralité secondaire qui, selon lui, s'adapterait aux évolutions,
au contexte et, disons, aux technologies. Binyobi en Marius, s'inspirant aussi de ces travaux, préfère plutôt les concepts d'oralité patrimoine et d'oralité expression. L'oralité patrimoine serait ce type d'oralité qui est lié aux contes, aux épopées, aux proverbes, aux comptines, vous voyez, et se rapproche de cette oralité primaire de Walter Ong. Et l'oralité expression, quant à elle, serait liée à ce que nous appellerons des nouveaux mouvements illocutoires. C'est-à-dire, nous avons le public speaking. Permettez que nous avons le terme, il est anglo-saxon parce que, bien évidemment, c'est une activité le plus développée dans le monde anglo-saxon. Nous avons ce que nous appelons le débat éloquence. Nous reviendrons là-dessus. Nous avons les procès simulés qui sont des exercices qui se développent généralement dans des universités ou des écoles où on forme des avocats ou des personnes ou du personnel proche du monde juridique, mais qui de plus en plus, ces mouvements sortent de ces cadres-là et sont pratiqués par des personnes qui n'ont pas nécessairement un lien direct avec les questions juridiques. Et dans le langage trivial, ces deux types d'oralité sont classés d'un côté de ce qu'on appelle l'oralité moderne et de l'autre l'oralité traditionnelle. Voilà de manière globale ce que l'on peut dire de ce type d'oralité. Et parlant maintenant de ce qui nous concerne, c'est-à-dire des nouveaux mouvements élocutoires, de la néo-oralité ou alors de l'oralité secondaire, il faut dire qu'il n'y a pas assez de travaux en l'état actuel sur ce type d'oralité. Vous allez trouver des ouvrages comme Comment bien s'exprimer en public, et il y a tellement de droits qui ont été publiés en Afrique là-dessus, comment s'exprimer en public, les techniques pour avoir confiance en soi, comment mieux gérer le stress et tout. Mais cela reste des ouvrages, des manuels qui amènent le candidat ou le potentiel orateur à développer ses aptitudes en prise de parole en public. Mais en ce qui concerne maintenant des travaux liés à cette néo-oralité, pour l'instant, nous reconnaissons d'abord le travail de Binyobi en Marius, qui était un mémoire publié en 2015 à l'Université Senghor à Alexandrie, qui portait effectivement sur ces nouveaux mouvements illocutoires en Afrique. Et récemment encore, le même Binyou a publié, quand dit récent, ça ne donne même pas d'un mois, l'industrialisation des pratiques orales en Afrique, contemporaine. Et économie de l'oralité, l'industrialisation des pratiques orales en Afrique et contemporaine. Donc nous nous appuyons effectivement sur ces travaux et aussi sur un travail que nous avons réalisé en 2021 sur les Jeux oratoires en Afrique et le patrimoine, comme promotion du patrimoine culturel immatériel. C'était dans le cadre d'un programme Erasmus réalisé à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, l'Université de Catane et l'Université Edward Lawrence en Hongrie. Donc, voilà les travaux qui vont nous servir de base dans le cadre effectivement de cet échange. La question que nous nous posons est la suivante. Pourquoi un tel engouement des jeunes pour les mouvements illocutoires en Afrique? Comme nous allons le constater tout à l'heure, on va se rendre compte que dans plusieurs championnats, dans toutes ces compétitions qui de plus en plus prennent de l'ampleur, beaucoup de jeunes y prennent part. Quelles peuvent être leurs motivations? Que deviennent-ils? Quelles sont ces pratiques dont ils tiennent tant à cœur? Nous reviendrons là-dessus. Et donc, l'hypothèse que nous avons émise, c'est que ces mouvements illocutoires sont un tremplin pour la jeunesse du continent. En d'autres termes, nous pensons que ces jeunes y arrivent et nous n'allons pas dire totalement nus, c'est une image juste pour parler, mais lorsqu'ils sortent de là, ils ont des destins parfois communs, mais surtout très divergents. Et d'ailleurs, nous reviendrons et vous verrez qu'ils viennent de tous les bords. Ils ne sont pas uniquement des élèves des lettres, ils ne sont pas uniquement des étudiants dans le droit, mais des étudiants de sciences, d'autres sciences, aussi bien des sciences exactes que des sciences humaines et sociales. Et toutes ces informations collectées, bien évidemment, comme nous l'avons dit tantôt, par d'un point de vue, d'ailleurs, nous avons utilisé l'ethnographie, c'est-à-dire une observation premièrement participant, dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes dans ces mouvements depuis quelques années. Monsieur Kessler parlait tout à l'heure du RIPAO, qui est le réseau international pour la promotion des arts et de l'oralité, et nous reviendrons là-dessus, dont nous assurons actuellement les responsabilités. Et
la Cameroon Debate Association, dont j'ai été également membre, et qui est l'organisation fêtière des joutes verbales, ou tout au moins des mouvements élocutoires au Cameroun. La Société d'art oratoire de l'Université Senghor, dont j'ai présidé en 2018 et qui m'a permis d'une certaine façon d'appréhender aussi ces mouvements-là à partir d'un regard un peu plus ouvert dans la mesure où cette université accueille en son sein des ressortissants de plus de 20 pays d'Afrique, plus Haïti et la France et la Belgique. Effectivement, nous avons eu cette facilité également de rencontrer des promoteurs dans ces domaines. Et nous avons fait des entretiens avec certains dont nous citerons un nom plus loin. Des questionnaires ont été émis dans le cadre de ces travaux que nous avons suscités, des interviews et la revue documentaire, bien évidemment. Alors, quels sont ces types de mouvements élocutoires? Nous en distinguons deux principaux mouvements. D'un côté, nous avons ce qu'on pourrait appeler les jeux oratoires et de l'autre côté, ce qu'on appellerait des parlements. Commençons par les jeux oratoires. Les jeux oratoires sont un ensemble de pratiques orales qui ont non seulement un but esthétique, mais aussi un but ludique. Voilà où se trouve la nuance avec les jeux oratoires et les parlements. Et ces jeux oratoires qui ont un but ludique sont pratiqués par ce qu'on pourrait appeler les sociétés d'art oratoire. Une société d'art oratoire est la traduction française du mot Forensic Society, qui est plus proche du monde anglo-saxon. Et donc, dans le monde francophone, le terme, il est récent. Et si je ne me trompe pas, c'est Binyobi Omario et Jules Fiatam qui ont, en 2011, dans un article qui traitait du format parlementaire des débats, mis en exergue cette traduction. Et donc, on parle aujourd'hui des SAO, les sociétés d'art oratoire. Les jeux oratoires sont également pratiqués par les associations d'art oratoire, c'est-à-dire des organisations qui peuvent être généralement à but non lucratif, qui mettent en exergue ces activités dont nous reviendrons un peu plus en détail. Nous avons également les clubs d'art oratoire qui sont situés dans des institutions. Les clubs, par exemple, se retrouvent facilement dans une université, dans une école, dans un collège, dans une institution. D'ailleurs, la particularité des clubs, c'est qu'ils n'existent que par la bonne volonté ou tout au moins la magnanimité des responsables de ces institutions. Ce qui est différent des associations d'art oratoire, vous pouvez les créer quand vous les voulez. Ce sont des organisations généralement autonomes, tout comme les sociétés d'art oratoire. Nous avons aussi maintenant les championnats d'éloquence et débat. D'ailleurs, toutes ces associations, tous ces clubs-là mènent ces activités avec un but principal, participer au championnat d'éloquence ou de débat éloquence. De l'autre côté maintenant, nous avons un autre type de pratiques orales ou de ces mouvements élocutoires, mais qui, tout en étant ludiques, ont plus un versant politique. Nous parlons là des parlements de rue qu'on peut retrouver au Kenya. Nous parlons des parlements, et au Congo par exemple, on les appelle les parlements debout. Et dans une recherche effectuée par Ramusen et Omanga au Kenya, bien évidemment, ils affirment ceci. Les parlements de rue offrent aux gens ordinaires l'opportunité de discuter des questions politiques du jour. En cela, ils jouent un rôle important dans la création d'un espace réservé à l'action collective et à la participation politique au quotidien. Dans les parlements de rue, ce qu'on pourrait appeler les parlements de rue globalement, les jeunes se réunissent, et pas toujours des jeunes, mais souvent aussi des personnes un peu plus âgées. Mais ceux qui prennent la parole généralement jusqu'à présent, selon les études ou les articles qui ont été publiés dessus, sont généralement des jeunes. Et très souvent, les sujets sont des sujets à connotation politique. L'objectif étant non seulement de bien s'exprimer, parce que comme nous allons voir une figure qui est carrément une des conséquences positives, disons, des parlements en Côte d'Ivoire, qui a pu développer ses capacités oratoires à travers la participation dans ces groupes-là. Et on en retrouve, comme je l'ai dit tantôt, au Kenya, au
en Côte d'Ivoire, même si avec la crise de 2010, ces parlements ont disparu et c'est peu à peu que les choses reprennent, si on peut le dire ainsi. On en retrouve aussi au Congo et certainement dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Et l'une des particularités, c'est que les fondateurs de ces parlements sont très souvent des anciens débatteurs ou des anciens orateurs qui ont participé aux compétitions internationales. Donc, il y a un lien entre les deux. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre cela en exergue. Maintenant, quels sont ces principaux jeux oratoires dont nous parlons et qui font partie des nouveaux mouvements élocutoires en Afrique? Nous allons revenir là sur l'éloquence. Nous avons mis là-bas parce que tout ce thème de l'éloquence, la prise de parole individuelle ou le public speaking, ce sont les différents thèmes que vous allez retrouver dans cet exercice. Il s'agit de quoi concrètement? Dans ce championnat ou dans cet exercice, on donne souvent la possibilité à une personne de s'exprimer sur un sujet particulier. La personne a un temps précis pour s'exprimer et devrait, selon peut-être le jury, la compétition, défendre un point de vue. Ici, on pourrait parler d'un one-man show individuel. Vous êtes face à votre propre destin et face à un jury. Et tous ces concours se déroulent toujours en présence de 3 éléments principaux. Nous avons l'orateur lui-même qui incarne celui-là même qui fait la performance. Nous avons un jury qui doit attribuer les bons et les mauvais points, et bien évidemment très souvent aussi accompagner l'orateur. Et nous avons le public. Le public est d'une importance capitale. Aujourd'hui, avec l'avènement des événements en ligne, il y a des concours d'éloquence qui se font en ligne même. Même au-delà, il y a toujours un public, même si après, le public ne vit pas directement dans certains cas, parce que très souvent, on le fait apprendre, on met sur un ligne, on met en ligne, mais les gens dont l'objectif est toujours d'avoir un public qui intervient. Donc voilà les 3 principaux acteurs lorsqu'il s'agit de cette compétition. Nous avons aussi les procès simulés. Et le thème est assez évident, c'est-à-dire on peut, dans le cadre de ces compétitions, décider de faire le procès de Thomas Sankara. D'ailleurs, la Fédération francophone de débat, qui n'est pas en Afrique bien évidemment, en fait très souvent, très régulièrement. Et nous avons bien évidemment les associations au Cameroun aussi, qui font des procès simulés, et bien ailleurs. On a d'ailleurs une ancienne compétition, le concours africain des procès simulés des droits de l'homme, système 1, qui est à sa 33e édition en 2023. C'est dit que je crois d'ailleurs, je ne me trompe pas, que c'est le procès simulé, c'est l'un des jeux oratoires les plus anciens de ceux que nous sommes en train de présenter, et l'un des plus récurrents et des plus, qui a été pérennisé jusqu'alors. Maintenant, nous avons ce que nous appelons le débat éloquence. Nous préférons, vous allez trouver un autre thème qui est le débat structuré, dont préfère Binyobi en Marius, mais nous préférons le thème débat éloquence. Et nous faisons la différence avec le débat de manière simple. Le constat était évident. Très souvent, lorsqu'on parlait de cette activité aux personnes qui ne se connaissent pas, ils disaient « Ah, mais vous allez nous apprendre qu'on connaît le débat à la télé. » Par exemple, le débat qui est en train de se dérouler actuellement entre monsieur le Premier ministre français et le représentant du parti de l'extrême droite française, c'est un débat. Mais est-ce que c'est un débat éloquent dans notre sens d'un jeu oratoire? Non. Le débat éloquence à la partie, c'est une discipline des jeux oratoires qui oppose 2 équipes ayant des perspectives opposées et qui, à partir d'un format spécifique, c'est-à-dire le format peut être, le format peut être par exemple le format parlementaire britannique qui émet 4 orateurs avec des binômes. Ça peut être le World School Debate Championship Style qui émet 3 orateurs contre 3 avec le replay. Il y a plusieurs formats de débat, c'est-à-dire dans chaque championnat, il y a le format adapté à chaque championnat. Effectivement, ces personnes doivent analyser ce qu'on appelle une motion de débat, qui est une thématique, afin de faire la différence entre et qu'on détermine qui a tort ou qui a raison. Mais le plus important, très souvent, c'est un jury qui détermine qui sont les meilleurs et qui sont les vainqueurs selon le qu'on va présenter. Alors, quelques structures d'art oratoire que nous rencontrons sur le continent. Selon le livre de Binyobi en Marius, dont nous avons parlé tout à l'heure, on rencontre des associations ou des clubs ou des sociétés d'art oratoire dans au moins 28 pays d'Afrique. Nous avons le Togo, le Cameroun,
le Zimbabwe, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, et donc j'en passe. Donc au moins 28 pays, le Maroc et l'Égypte, au moins 28 pays d'Afrique ont des associations ou des organisations qui font la promotion des joutes verbales ou de l'art oratoire. Et nous allons revenir sur quelques-unes les plus en vue, principalement dans le monde dans le monde francophone, le monde anglo-saxon. Nous avons là la Cameroun Debate Association. Elle a été fondée en 2009 et légalisée en 2011. Elle est située au Cameroun. Elle est comme une fédération nationale du débat ou des joutes verbales ou alors des pratiques orales, des nouvelles pratiques oratoires au Cameroun. Au Burkina Faso, nous avons les débats oratoires, fondés en 2012 par Wenyamsou Ouedraogo, et qui chaque année tiennent leur championnat, et nous allons d'ailleurs revenir là-dessus, les débats oratoires. Au Togo, nous avons les joutes verbales francophones. Depuis 2016, cette association existe et qui organise ce qu'on appelle les rencontres, les RIDEF, les rencontres d'art oratoire au Togo, et qui ont le vent en poupe. Nous allons d'ailleurs revenir sur certains éléments, sur certains chiffres, afin de montrer en quoi est-ce que toutes ces structures-là ont une certaine mainmise, si on peut le dire ainsi, sur les activités, les pratiques orales, ces nouvelles pratiques en Afrique. Quand on parle de 28 pays, vous voyez, nous n'avons que présenté 3 pour des raisons méthodologiques et des contraintes liées au temps. Alors, ça, c'est les 3 premières organisations que nous venons de présenter sont celles des nationales. Nous avons maintenant d'autres éléments qui, au niveau régional, au niveau continental. La Pan-African University Debate Championship, qui regroupe la plupart des pays anglo-saxons et qui a organisé, je crois, son premier championnat en 2008, si je ne me trompe pas, et depuis lors, poursuit son petit bonhomme de chemin. Nous avons le réseau international pour la promotion de l'art oratoire en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique, qui a récemment muté en réseau international pour la promotion de l'art, des arts de la parole et de l'oralité, qui a été fondé en Égypte en 2013 par Binyoubi Omarius Yannick, avec ses autres collègues du Comore, du Sénégal, du Togo, du Tchad, en Égypte en 2013, et qui a d'ailleurs fêté l'anniversaire en 2023. Il regroupe plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et dont les activités principales sont en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. La toute dernière de ces organisations, et qui est comme l'apogée, tout au moins l'apothéose des mouvements illoquitoires en Afrique, c'est la Confédération africaine des arts de la parole, qui n'a vu le jour qu'en 2021 et qui regroupe maintenant les associations des différents pays. Voilà, et qui est présidée par Frédéric Tatou Togo, et dont le vice-président, si je ne me trompe pas, c'est Binyoubi Omarius, et dont aussi Wenny Yams, qui fait partie des équipes qui sont presque des ténors de ces mouvements en Afrique. Revenons maintenant, nous allons procéder avec les principaux championnats. Alors, commençons par l'un des plus récents, le COCAM. La Coupe d'art oratoire du Cameroun, qui était certes à sa première édition en 2023, mais attention, ce n'est qu'une transformation des différents championnats qui avaient lieu au Cameroun, qui ont pris le nom de COCAM en 2023. Déjà, à titre personnel, j'avais découvert cette activité en participant à la 3e édition de ce qu'on appelait le Cameroun National University Debating Championship en 2015, qui était déjà sa 3e édition. La première édition eut lieu en 2011, si je ne me trompe pas. Et aussi, nous avons eu Oratorium, qui est un championnat dédié aux jeunes et dont 2 éditions ont eu lieu respectivement en 2020 et en 2021. Oratorium 1 et Oratorium 2. Donc, c'est tous ces championnats-là qui ont été regroupés sur le thème de COCAM parce que les fondateurs ont bien voulu rassembler et revenir à un championnat qui se veut annuel et régulier sur le thème COCAM. Et ça, c'est le cas du Cameroun. Le championnat national de débat local du Burkina Faso. Pour le COCAM, par exemple, cela m'échappe, le COCAM a reçu environ 700 orateurs parce qu'il s'est d'abord fait dans les phases régionales avant d'arriver au niveau national. Environ 700 orateurs ont participé au COCAM. Dans le cadre du championnat national des débats d'éloquence au Burkina Faso,
il se développe de la même manière que le COCAP, c'est-à-dire le Burkina Faso a 13 régions, si je ne me trompe pas. Et dans chaque région, il y a d'abord des préliminaires. Et au fur et à mesure, on sélectionne les meilleurs orateurs. Wendy Yams, dans l'entretien qu'il nous a accordé, Wendy Ouedraogo, qui est le promoteur des débats oratoires au Burkina, nous a fait comprendre que lors de la dernière édition, ils ont reçu pour la phase finale 108 débatteurs et coachs à Ouagadougou pour la phase finale. Mais au départ, lorsqu'on rentre dans les régions, on est au-delà de 500 jeunes qui sont soit des élèves ou des étudiants des universités. Et donc voilà, c'est dit que c'est un championnat aussi qui est très couru et qui a d'ailleurs produit de très grands orateurs. Et nous reviendrons là-dessus. Au Togo, les joutes verbales francophones ou les rencontres éloquences citoyennes organisées par les joutes verbales francophones avec d'autres partenaires. Cet événement, chaque année, regroupe environ 300 débatteurs, 300 à 400 débatteurs et orateurs togolais. Et depuis 2016, les joutes verbales francophones ne se sont pas arrêtés et organisent ces championnats qui sont de plus en plus courus. Et on peut même se demander pourquoi tant de personnes, pourquoi tant d'arguments. On va peut-être trouver des réponses dans les slides à venir. On peut continuer. Alors, nous avons aussi des compétitions internationales. Les jeunes Africains ne participent pas uniquement aux compétitions nationales. Nous avons aussi les compétitions internationales. La première compétition, c'est le COPAD, la Coupe panafricaine des débats. Il est vrai, depuis 3, 4 ans, ça n'a pas eu lieu. Mais c'est une coupe qui est organisée et qui est portée par les premières dames de chaque pays. Et du coup, elle est organisée et regroupe les orateurs africains. Elle a un format particulier. Elle regroupe des orateurs africains qui se réunissent dans un pays particulier afin de débattre sur des thèmes très souvent choisis en adéquation avec les problématiques du continent. Et lors d'un des débats, je crois, c'était la politique du protectionnisme, que cette chambre devrait adopter la politique du protectionnisme en Afrique. Donc, c'est des thèmes assez adaptés, contextualisés et qui permettent de susciter des débats. Voilà, alors, c'était la 3e édition de la Coupe panafricaine des débats. Et donc, vous pouvez voir là en image comment ils sont assis. Je vois le Togo d'un côté et de l'autre, le Burkina, si je m'en abuse. Donc, c'était lors de la 3e édition de cette compétition-là. Alors, nous avons aussi le concours international d'éloquence de l'Université Senghor à Alexandrie. L'Université Senghor a un rôle très important dans le développement de ces mouvements en Afrique. Bintou Guillaume, dont nous avons cité, était un ancien produit de l'Université Senghor. Même s'il avait commencé les mouvements au Cameroun bien avant d'aller en Égypte, l'Université Senghor, c'est un opérateur direct de la francophonie qui est situé en Égypte. Et donc, c'est où est né l'Oripao, où il y a la Société d'oratoire de l'Université Senghor avec d'autres organisations. Alors, l'Oripao, depuis 2020, organise avec l'Université Senghor ce qu'on appelle le concours international de l'éloquence de l'Université Senghor. C'est un concours qui se veut, dont les éditions sont espacées de 2 années, dont la 3e édition aura lieu en 2024. Donc, elle est en cours de préparation. Voilà l'un des concours aussi qui regroupe, et à chaque édition, au moins une centaine de participants qui viennent de plus de 15 pays, et dont la plupart sont les pays africains. Et voilà, voilà, vous allez voir la liste des finalistes de ce 2e concours. Regardez un peu d'où ils viennent: l'Université Cheikh-Anta Diop, l'Université Saint-Thomas d'Aquin, du Burkina, du Cameroun, de Madagascar, de Haïti, du Cameroun, du Burkina Faso. Donc, c'était juste pour que vous ayez une idée de toutes les personnes, de tous ces jeunes, d'où ils viennent et qui prennent part à ces compétitions et qui sont très souvent des universitaires ou des élèves. Ce n'est peut-être pas le cas d'un autre championnat que nous allons voir tout à l'heure, et c'est celui du SIDA. Ce championnat a eu lieu pour la première fois cette année, c'est-à-dire le concours international de débat qui a été organisé par l'Oripao à l'occasion de son 10e anniversaire et c'est un championnat qui va être organisé davantage et qui a été très couru aussi, avec plus de 140 orateurs au départ. Il est ouvert, il y a des Africains, certes, mais il y a aussi des Européens, comme vous pouvez le remarquer. On avait des représentants français d'ailleurs. C'est la France qui a remporté
meilleurs débatteurs. Mais bon, voyez-vous que c'est assez diversifié et c'est aussi un championnat qui a été très court. Quelles sont les motivations? Alors, après nous, les enquêtes menées, les motivations sont diverses. Et les principales, nous les avons retenues ici avec les auteurs ou tout au moins certains orateurs ou certains acteurs de ce domaine qui ont répondu à nos questions et qui ont donné la motivation. Nous allons commencer par Douglas Gankam, ancien président de la Cameroun Tipid Association, aujourd'hui émigré au Canada. Il répondait en 2021, il nous disait que qu'il participait à ces joutes à cause de la contribution de l'art oratoire en tant que vecteur de... Allez-y, docteur. Merci beaucoup. Voilà, ce sont les aléas du direct très souvent. Oui. S'il n'y a pas ce genre d'aléas, on pense même que l'événement n'a pas eu de succès. Continuons. Alors, nous avons également Grace Dogbe, meilleur orateur du Togo en 2023. Il a dit que il nous a expliqué qu'au départ, quand il était tout petit, encore au collège, il avait envie de se faire écouter. Il avait le plaisir d'être écouté. Quand il prenait la parole et que les gens applaudissaient, il était content. Ça, c'était sa motivation de départ. Mais elle a évolué parce qu'il nous a fait comprendre, lorsqu'il a découvert qu'il pouvait voyager à travers l'oratoire, qu'il pouvait convaincre des gens, et il a décidé de poursuivre avec l'aventure. Il aurait participé à presque toutes les compétitions au Togo afin de remporter en 2023 son prix de meilleur orateur du Togo. Et d'ailleurs, ce prix a ouvert les portes pour un voyage, un séjour qu'il a fait en France dans le cadre de la collaboration entre la Fédération francophone des débats et les joutes verbales francophones du Togo. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer dans ce cadre-là, grâce à sa pratique d'art oratoire. Et nous avions la troisième avant de terminer, avant d'aller, monsieur Kessler, c'est important pour nous, Mathilde Zerbo, vainqueur du championnat du Liban en 2019. Nous n'avons pas parlé du championnat du Liban, mais c'est aussi un autre championnat qui est très couru par les Africains. Et donc, elle a gagné en 2019 et elle nous donne sa motivation au club d'art oratoire de mon université. J'ai rencontré des personnes formidables avec un sens d'expression inouï et une rhétorique hors pair. C'était un cadre plaisant. J'y suis allé une fois, puis j'y suis resté. J'ai envie de dire, moi-même, j'y suis allé une fois comme elle et j'y suis resté. Donc, on a des points en commun là, nous qui sommes un peu des passionnés du domaine. Donc, on peut continuer. Et Mathilde Zerbo, on va revenir là-dessus, vous allez voir, elle est médecin. Et donc, on peut continuer. Alors, que gagne-t-il? Que gagne-t-il? L'art oratoire suscite des vocations. Nos études démontrent que beaucoup de personnes qui pratiquent ces arts deviennent des pasteurs, découvrent qu'ils peuvent facilement enseigner. Et il y en a même qui deviennent des coachs en développement personnel, en prise de parole. La plupart d'ailleurs deviennent des coachs en prise de parole en public et en développement personnel. En participant, on se redécouvre. Voyez-vous? Parce que ces pratiques permettent le développement personnel. Et les personnes qui s'y participent se redécouvrent et découvrent des capacités qu'ils ou qu'elles ont. C'était le cas de Grace dont nous avons parlé tout à l'heure. Ils gagnent surtout aussi en réseautage et en visibilité. Tous ces concours ont une certaine visibilité. D'ailleurs, vous verrez, si vous partez par exemple sur les pages de toutes ces personnes, lorsqu'elles ont gagné la compétition, il y a un nombre croissant de personnes pour celles qui ont des pages qui rendent visite sur leur page et qui viennent rendre visite ou tout au moins regarder leurs vidéos, regarder ce qu'elles font. C'est dit que c'est un tremplin aussi également pour se faire un réseau, pour faire du réseautage et de pouvoir être visible. Car on ne prend pas la parole en public pour demeurer et pour se cacher, mais si on va en public, c'est pour se faire découvrir. Il y a surtout les prix. Et là, nous allons aller à la prochaine slide pour commenter les prix. Vous verrez que c'est une motivation très importante. Regardez par exemple le concours d'éloquence de l'Université Senghor 2022. Regardez le premier prix, c'est-à-dire 1 000 € plus un séjour en Égypte. Ce n'est pas rien. Avec 1 000 €, il y en a qui entreprennent, qui développent des activités. Le deuxième prix qui a été gagné, le premier fut par du Burkina Faso, le deuxième prix par Monsieur Kouafa, qui est camerounais, mais qui à l'époque a compétit en étant à l'université de Lomé au Togo. Le deuxième prix, 1 000 € pour un étudiant qui gagne 1 000 €. Comprenez que ce n'est pas rien du tout. Le troisième prix, 750 €, le quatrième prix, 500 €.
quel qu'en soit l'étudiant en Afrique, le plus riche de toute façon, elles sont importantes. Le SIDA que nous avons organisé récemment aussi, le premier prix était de 1500 €. Voyez-vous, et le dernier prix de 300 €. Vous comprenez qu'il y a de quoi, au-delà de vouloir se divertir, il y a d'autres avantages à participer à ces jeux. Que deviennent-ils? Alors, les promoteurs des structures d'art oratoire. Binyubi Omarius, que nous n'avons cessé de citer, c'est un ancien débatteur. Il a débattu en allemand et en anglais avant de rentrer comme fonder la Cameroun Debate Association. Et nous avons plusieurs autres cas. On va revenir peut-être là-dessus sur le cas de Elda, qui a fondé Improve You au Burkina Faso. Ils sont nombreux. Au Togo, nous pouvons citer aussi Florent, qui est aussi coach et qui organise des compétitions d'art oratoire. Le moi étant haïssable parce que nous faisons aussi partie également de ces domaines aussi. Effectivement, on essaie d'organiser des activités dans ce sens. Donc, on a seulement des problèmes, mais il y a des coachs et formateurs en art oratoire, en développement personnel et leadership. Si vous observez, par exemple, le vainqueur de SIDA, c'est un formateur en art oratoire, mais même si bien évidemment, avant de participer au SIDA, il était bien formateur. Nous avons des hommes politiques et on va revenir là-dessus. Il y a une image qui est très souvent mise en exergue lorsqu'on veut compétir. Et lorsqu'on veut combattre ces associations, on pense qu'elles ont un but politique nécessairement, non pas du tout. Mais dire aussi, on ne peut pas nier le fait que les retombées, les conséquences indirectes de la prise de parole en public, c'est qu'elles forment des personnes capables de mieux s'exprimer et qui sont prêtes à haranguer les foules. Et donc on ne peut pas cacher ce versant-là. Regardons ces images. Commençons par celle qui est celle qui est à ma gauche, peut-être chez vous, c'est Binyubi Omarius. Ce jeune il a autour de 35 ans. C'est lui qui a fondé la Cameroun Debate Association. C'est un monde purement de jeunes lorsqu'on est en Afrique. Et c'est lui qui a accompagné la mise sur pied des débats oratoires au Burkina Faso avec Wenyams qui a maximum 40 ans, bien évidemment, et Frédéric au Togo, maximum 40 ans, pour ne citer que ces noms-là. Au milieu, là, nous avons Grace, qui est, bien évidemment, c'est pas moi qui partage, j'aurais utilisé mon curseur pour les montrer. Grace au milieu, c'est le vainqueur de la compétition du Togo, du meilleur orateur du Togo. Il était là lors de son séjour en France. À l'extrême, je sais pas si c'est marron ou rouge, mais bon, on va dire que je fais un peu dalton, je vois pas des couleurs, mais la couleur, c'est comme celle qui porte M. Dino Titson. Il s'appelle Elongue Christian Yaoussi, ancien président de la Société d'art oratoire de l'Université Senghor à Alexandrie, ancien communicateur de la Cameroun Debate Association, et qui aujourd'hui est le directeur général d'un groupe, d'un cabinet de consulting au Ghana, et qui fait des promotions, des formations et des recherches et qui promeut des industries culturelles et créatives. Donc, voyez-vous, c'est des personnes qui sont passées dans l'art oratoire. Et l'une des figures les plus emblématiques, la plus actualisée, c'est sans doute Elda, comme vous voyez avec son chapeau original du Burkina. C'est celle qui a dit au président Macron lors du dernier sommet France-Afrique que la marmite est sale, il faut la nettoyer. Beaucoup de gens ont apprécié la dextérité ou tout au moins l'opiniâtreté du verbe de cette oratrice, mais qui ne savent pas quel est son parcours. Cette dame, elle a participé en 2018 avec nous au Liban, au championnat du monde du Liban. Elle était classée 3e au terme de la compétition. Elle est rentrée au Burkina. Elle a continué à faire des formations, à animer des ateliers. Aujourd'hui, elle dirige Preview, qui est une organisation qui fait de la promotion de l'art oratoire. Et récemment, elle a même publié un ouvrage là-dessus. Vous comprenez que l'art oratoire est un vrai tremplin. Souvent, on voit des personnes sortir, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Nous avons aussi Omneya, et elle est d'origine égyptienne, qui a aussi participé aux activités au championnat du Liban en 2019 et qui est ophtalmologue, si je ne me trompe pas. Et si vous suivez sa page sur YouTube, elle met en avant l'art oratoire pour pouvoir parler de son domaine, du domaine dans lequel elle excelle. Et nous avons une figure politique, Charles Blé Goudé, après 7 années à la CPI, et pour ceux qui savent, c'est un Ivoirien qui a passé plus de 7 ans à la CPI après l'élection de 2011 en Côte d'Ivoire, 2010-2011, et qui est un produit des parlements de rue dont nous avons parlé tout à l'heure. Il s'opposait à Guillaume Soro, un autre membre des parlements de rue.
Ils ont la particularité aussi ils font partie de ce qu'on appelle les jeunes chambres. Dans ces pays-là, au Bénin, au Togo, il y a ce qu'on appelle les jeunes chambres qui font la promotion de l'art oratoire. Et donc, Charles Blé Goudé, c'est un des meilleurs orateurs. Et bien évidemment, l'art oratoire est un tremplin pour lui, comme pour bien d'autres. Ce ne sont que quelques figures que nous avons énumérées. Il y en a plein qui sont aujourd'hui répartis au Canada, en France et qui viennent d'Afrique grâce à nos conclusions sont les suivantes. Les nouveaux mouvements élocutoires sont un point vers l'entrepreneuriat des jeunes Africains. Beaucoup y entrent et sortent entrepreneurs. Parce qu'il y a aussi des ateliers de formation appliqués par exemple le leadership. En fait, il n'y a pas d'organisation d'art oratoire qui ne fait pas la promotion du leadership. Et qui dit leadership dit personne qui est capable de regrouper une ou quelques personnes autour d'elle. Et comment on peut regrouper s'il n'y a pas un projet structurant, s'il n'y a pas une vision? Très souvent, ces visions, ces missions, ces projets-là se retrouvent dans des projets d'entrepreneuriat. Les nouveaux mouvements aussi préparent les jeunes à la vie politique. Un cas récent qui est lancé, l'actuel président de la Cameroun du Percussion, qui est en train de tendre vers la politique, est aussi lié au fait que la politique a ses idées particulières. On s'adresse au peuple, on s'adresse aux populations et on doit bien s'adresser aux populations. Ce qui fait que les personnes qui entrent dans ces structures d'art oratoire découvrent déjà ou développent la capacité à s'exprimer en public et n'ont plus peur du public. Du coup, elles sont mieux à même d'intégrer les organisations politiques. Ce n'est donc pas un hasard, ce n'est donc pas un hasard si on les retrouve dans les organisations politiques et très souvent, ils sont chargés de la communication des responsables politiques. Ils travaillent derrière pour les discours, la rédaction des discours et la mise en scène des discours. Je vous l'assure, la plupart des coachs sont de ces mouvements d'art oratoire. Les mouvements aussi sont une porte de sortie pour le continent. Nous avons parlé des championnats locaux, mais il y a aussi les championnats internationaux. Et ces championnats internationaux permettent aux jeunes de partir et de créer d'autres liens. L'Université Senghor dont nous parlons et qui organise ces championnats d'éloquence, l'un des prix aurait même été, si le vainqueur souhaite intégrer l'Université Senghor à Alexandrie, il pourrait avoir son dossier pourrait être étudié autrement et avoir des avantages par rapport aux autres pour intégrer. Et il y a de ces championnats aussi, comme vous avez vu le cas de Grâce qui a eu le stage. Et ces stages aussi existent aussi bien pour des ressortissants de la Cameroun Competition, pour l'Allemagne ou les États-Unis. Et donc, vous voyez que le débat ou l'art oratoire permet aux jeunes de sortir du continent et de voyager et de faire des rencontres. Nous pouvons citer le cas de David Water en Italie, le cas de Romeo Tapang au Canada, le cas de Blondin Tonlo au Canada, qui sont tous des jeunes partis d'Afrique et qui, à travers des mouvements élocutoires, sont retrouvés dans d'autres pays parce que ce sont des plateformes qui permettent de la visibilité, comme nous l'avons dit tantôt. Et je crois que nous allons peut-être m'arrêter là. Des questions. Il y a un autre slide. Donc, merci de votre aimable attention. Vous savez, Léopoldo Malepeire, dans son ouvrage publié en 1817, si je ne me trompe pas d'hiver, lorsque vous pratiquez de l'art oratoire, à défaut de devenir orateur, vous devenez philosophe. Donc, vous ne perdez rien en pratiquant ces mouvements-là. Vous avez vu qu'il y a plein d'avantages. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis prêt à recevoir vos questions, vos suggestions et bien évidemment d'apprendre des commentaires que vous allez apporter pour enrichir cet exercice qui se veut interactif si je ne me trompe pas. Merci. Merci beaucoup, docteur Fomekon. C'est vraiment passionnant. Et comme j'ai annoncé au début de la conférence, c'est un peu particulier pour Allo Afrique. Et parler de langage et ce champ-là, et c'est pour la première fois que nous recevons quelqu'un qui est un sachant dans ce domaine. Et c'est important pour nous, c'est important pour nos jeunes qui, bien entendu, dans le continent caribéen, afro-caribéen, c'est important pour nous de voir. Et bien sûr, moi, j'ai quand même une question, mais la bienséance exige à ce que je laisse d'abord la parole à notre public. Ensuite, c'est certain que j'ai une question à poser, et notamment pour lancer la question. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a dans le public, il y a Elisabeth, qui est également membre de l'Institut, qui vous invite à participer à présenter cette conférence. Merci beaucoup, Keter.
pour cette présentation qui me fait rougir. Oui. Alors, cet exposé m'a vraiment beaucoup plu. C'est vrai que c'est pas l'habitude d'INAPAT d'avoir ce genre d'intervention sur l'oratoire. Et je voulais poser 2 questions à notre intervenant. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié son exposé. J'ai beaucoup apprécié aussi toutes les variétés de mise en œuvre de l'oratoire qu'il nous a présenté. Je voulais lui demander, est-ce qu'il y a des clubs de débat au niveau des écoles, au niveau scolaire et dans son pays, et nous, dans l'institution où je travaille actuellement, et on a un réseau de clubs de débat que nous animons au niveau des différentes écoles de la capitale, de la province, et on organise des concours de débat. Et avant, c'était avec la technique de Karl Popper. Maintenant, on a changé. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ça suscite beaucoup l'intérêt des jeunes et parfois, ça les oriente même vers des carrières d'avocats ou bien d'autres carrières où ils peuvent prendre la parole en public. Et on a même eu une ancienne débatteuse de nos clubs qui s'est illustrée dans un grand concours d'éloquence en France récemment. Donc voilà, je voulais savoir, est-ce que ça se fait aussi? Et dans son pays, est-ce qu'il y a des clubs de débat au niveau scolaire et est-ce qu'ils pratiquent des championnats? Et la deuxième question, est-ce que les clubs Toastmasters sont connus et sont aussi en vogue dans son pays comme ils le sont en Haïti? Car c'est aussi un club qui fait la promotion de la prise de parole en public et qui forme les jeunes, surtout au leadership et à la communication. Voilà, ce sont là les 2 questions que je voulais lui poser. Merci. Merci Farah et docteur, à vous la parole. D'une part, on vous félicite, on est bien content. C'est une dirigeante de l'INAPAT, de l'Institut. Et là, on est content quand tout le monde est content, bien entendu. C'est-à-dire entre vous, en tant que performateur de cette séance, et le public, bien entendu. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes de qualité. Donc, et à vous la parole. Merci beaucoup, chère Elisabeth, pour ces mots. Jolis-moi à mon endroit. Alors, oui, 2 questions. Est-ce qu'il y a des clubs? Oui. D'ailleurs, ce championnat où tous ces activités-là ne peuvent pas se dérouler sans la présence des clubs. Les clubs, les structures même ont dans leur politique de développement la création des clubs. C'est même l'une de leurs missions. La Cameroun Dibéda, sujet dont je parle, crée des clubs dans les lycées, dans les universités. C'est l'une des missions de toutes ces associations. C'est en fait ces clubs-là qui, au quotidien, organisent des débats, préparent des jeunes à des compétitions. Les structures comme la Cameroun sont les structures fêtières qui arrivent juste à un moment donné et qui coordonnent les activités. Leurs missions principales sont la création des clubs. Donc, rassurez-vous, au Cameroun, c'est l'édition va parler. Il y a tellement de clubs. Il est vrai, il y en a qui, selon le dynamisme ou le leadership de certains petits parallèles, mais oui, ces structures existent. Au Burkina Faso, c'est des clubs qui existent dans les établissements scolaires. Au Togo, c'est pareil. Donc, c'est le modèle même celui des clubs. Parce que les orateurs n'ont pas les trouver dans les établissements scolaires, dans les universités, quand ils ne viennent pas vers ces associations. Alors, en ce qui concerne les Toastmasters, bien évidemment, si on ne peut pas parler d'oratoire, si on ne peut parler des Toastmasters, au Cameroun, non, mais les Toastmasters existent au Bénin. Ils sont plus en activité au Bénin, au Mali, et je crois, même dans quel autre pays, Bénin, au Mali, au Togo, si je ne me trompe pas, et qui effectivement font la promotion des activités. D'ailleurs, dans certains contextes, on y dit bien évidemment, collabore avec les organisations, nos organisations pour des activités. Dans les Toastmasters qui, je ne me trompe pas, qui sont plus une émanation de la politique anglo-saxonne du débat et américaine, j'espère ne pas me tromper là-dessus. Mais bien évidemment, ces clubs existent et ils font leur petit bonhomme de chemin. Mais aussi, il y a des clubs locaux qui essaient autant que faire se peut de développer des activités afin de, je ne vais pas parler de concurrence parce que dans bien des cas, il s'agit de collaboration. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, il y a notre Setson. Docteur Setson, à vous la parole. Parfait. Bonjour. Bonsoir, je ne sais pas à quelle heure il est. Merci encore pour cette belle initiative déjà, Dr Kessler.
bien aimé. Donc, pour l'initiative, merci à Farah, à toute l'équipe de INAPAD. Merci au docteur Fomecan Narcisse, qui a fait un brillant exposé qui m'a beaucoup appris. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de notes. Hein, j'aurais pas beaucoup de questions à poser, sinon je vais monopoliser la parole, donc c'est pas sympa. Mais c'est brillant, quoi. C'était très brillant. C'est un exercice qui me passionne, d'autant plus que je fais partie un peu de cette famille-là de l'oralité. Donc voilà, de par la formation et puis mes origines, voilà. En tout cas, bravo Narcisse. Et j'avais une question quand on parlait des joutes oratoires, des débats oratoires en tout cas. Est-ce que c'est dû aussi à l'engouement qui existe, en tout cas surtout au Cameroun par exemple ou en Afrique? Est-ce que c'est dû à une forme de privation de la parole, c'est-à-dire qu'en fait, en plus que puisqu'il parle pour moi c'est comme un espace article ou bien parce que il n'y a pas d'espace pour exprimer ce qu'on ressent politiquement, parce que est-ce que c'est parce qu'il y a des interdictions, est-ce qu'il y a j'en sais rien. Est-ce que c'est comme quand tu parlais tout à l'heure de politique, voilà, donc on parle plus de débats politiques, de choses politiques sur la politique en tout cas. Est-ce que c'est pas lié au fait que vraiment on n'a pas droit à la parole en fait dans l'espace public, même si au Cameroun on l'a un peu d'une certaine manière, mais bon, pas véritablement, parce que si on va un peu loin, on fait un peu, je sais pas. La deuxième question, c'est que est-ce que les personnes qui sont les passionnés du jeu oratoire deviennent, est-ce que tu en connais qui sont devenus des conseillers politiques, par exemple, dans les sphères que nous connaissons, c'est africain? Et pour finir, dernière question, pour de vrai, est-ce que il y a plus de comment dirais-je, est-ce qu'ils sont plus concernés, ces nouveaux mouvements illocutoires sont plus dans des zones anglophones, par exemple? Je prends le cas du Cameroun encore une fois, puisque je connais beaucoup mieux que les autres pays africains en tout cas. Est-ce qu'ils sont plus nombreux dans les zones anglophones où il y a, où, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des termes plutôt, peut-être que des choses m'ont échappé un peu, pardonne-moi, la mémoire me joue des tours à ce moment de la soirée. Donc, donc est-ce que c'est essentiellement dans les zones anglophones ou bien dans les zones francophones qu'il y a vraiment, en tout cas c'est tout en tout cas. Merci beaucoup, Gino Fixon. Nous parlons là d'un des maîtres de l'oralité. Donc, qui prend la parole, du coup, j'ai peur de ce qui pourrait sortir. Et bien évidemment, merci pour tout, que ce soit pour le coaching, parce que c'est un mentor d'une certaine façon. Et donc, ne pas le remercier, c'est comme couper la branche sur laquelle on est assis. Et voilà, pour répondre à la toute première question, la privation de la parole. Alors, à l'observation des éléments, en Afrique, très souvent, la parole, ou en tout cas la belle parole, est d'abord propre à une certaine caste. Si on remonte un peu dans l'oralité traditionnelle, dans ce qu'on peut appeler l'oralité traditionnelle, nous nous rendons compte que ceux qui avaient la possibilité de s'exprimer étaient des personnes particulières. Et si on rentre dans les familles, vous vous rendrez compte que lorsqu'un aîné parle, un jeune doit se taire. En d'autres termes, on est dans une culture des gens qui fait en sorte que les jeunes doivent avoir une certaine mesure lorsqu'ils prennent la parole. Alors imaginez lorsqu'ils se retrouvent dans un contexte où ils peuvent s'exprimer avec leurs compères, où il n'y a pas d'aînés, il n'y a pas de petits frères, il n'y a pas de grands frères, où on peut, même si j'ai en face de moi M. Kessler, je le traite comme mon adversaire et pas nécessairement comme mon enseignant. Voyez-vous, ça libère, ça suscite, ça facilite l'expression. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, ou le deuxième élément, c'est que bien évidemment, nous allons parler de politique. Je vous assure, les sujets qui sont débattus dans ces contextes-là, dans certains pays, on ne débattrait pas de manière ouverte à la télé, par exemple. Même si les organisateurs des événements tâchent toujours de faire, le comité d'organisation étudie l'émotion afin de canaliser l'émotion qui peuvent susciter des questions, tout au moins des mobilisations des pays organisateurs. Donc, effectivement, c'est un exutoire, entre guillemets, où les jeunes partent se défouler et disent ce qu'ils pensent à travers le jeu. J'ai toujours dit, pour la petite histoire, que si quelqu'un entre et nous avait dit « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Nous disons « C'est un jeu, tout simplement. Nous sommes en train de jouer. »
Et d'ailleurs, l'orateur, dans un débat, ne partage pas nécessairement le point de vue qu'il partage dans la vie réelle. Il joue un rôle. Très souvent, il est amené à défendre un point de vue qu'il ne partage pas dans la vie réelle. Ce qui donne la liberté de s'exprimer, de dire des choses sans nécessairement blesser X ou Y. Donc, effectivement, c'est un lieu où la parole, elle se libère. Ça, c'est clair, surtout dans les contextes où c'est compliqué. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'après 2011, en Côte d'Ivoire, les parlements de rue ont disparu. C'est parce qu'on a vu qu'une force politique venait de là. Une certaine force politique venait de là. Et même aussi au Kenya, en 2009, si je ne me trompe pas, il y a des parlements qui ont été fermés et qui ont eu des soucis. Parce que, effectivement, lorsqu'on laisse les gens s'exprimer dans ces endroits-là, ils finissent aussi par développer leur capacité à s'exprimer d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment des lieux où on s'exerce, entre guillemets, parce qu'on se dit, on joue, on est entre nous, on parle entre nous. Mais oui, bien évidemment, vous avez tout à fait raison. C'est aussi dit au fait que en famille, par exemple, on doit se taire quand l'aîné parle. On ne doit pas trop parler de politique aux médias et tout en route parce qu'on a peur de X ou Y. Et dans ce cadre-là, on s'exprime. Voilà. C'est l'une des raisons. Merci. Et pour revenir, les zones anglophones. Okay. Alors, la pratique du débat particulièrement, ou du public speaking, d'ailleurs, quand ça arrive au Cameroun, c'est sur le thème de public speaking, est principalement anglo-saxonne. Lorsqu'on remonte les championnats les plus importants du monde, ils sont aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un mouvement qui a les débats permis aux Noirs américains de s'émanciper. On a en Australie, on a en Angleterre. D'ailleurs, l'un des formats pratiqués en Afrique, c'est le British Parliamentary Debate Style, qui est Donc, le mouvement est arrivé en Afrique, d'abord par les pays anglophones. L'Afrique du Sud, par exemple, c'est l'un des fiefs des mouvements élocutoires. Et donc, c'est les pays anglo-saxons qui ont le plus développé. Le Nigérien vient venir avant le Cameroun. Le Cameroun a juste la particularité d'être l'un des premiers pays dans le monde francophone. En fait, c'est le monde francophone qui a rejoint le mouvement avec un retard. Mais le monde anglo-saxon, lui, il est un peu plus avancé. Le concours des procès simulés dont nous parlons était principalement en langue anglaise et donc dans le monde anglo-saxon. Donc, c'est plus une pratique anglo-saxonne, bien évidemment. Et au Cameroun, vous en parliez, avant la crise qui fait des deux régions, une des régions aujourd'hui où l'accès est compliqué. C'était des régions qui pratiquent aussi facilement les activités. L'université de Bouddha était l'une des principales universités qui mettait en exergue le débat. Je peux me tromper, mais je ne sais pas si la société d'oratoire de l'université, le club d'oratoire de l'université de Bouddha a précédé ce genre. Je ne peux pas vérifier. Je n'ai pas l'information exacte, mais c'est une question qui permet de vérifier. Parce que l'université de Bouddha a été longtemps l'une des principales universités de promotion du débat au Cameroun. Et donc, bien évidemment, les pays anglo-saxons sont venus. Maintenant, les conseillers politiques. Alors, des mouvements francophones que je connais, parce que nous connaissons quand même tous ceux qui ont fondé ces mouvements-là, conseiller politique directement, non. Wayne Yams, dont nous parlons, s'est engagé en politique récemment, mais dit conseiller politique récemment, directement, non. Par contre, et ça c'est une certitude, beaucoup sont des formateurs des hommes politiques. Beaucoup sont des formateurs des hommes politiques. Le Frédéric dont nous parlons au Togo, oui, il est très souvent amené à former des députés au Togo et il m'en a parlé de la dernière fois. Donc, oui, parce que les hommes politiques savent que c'est un outil pour leur activité. Et mes conseillers directement, je vous mentirais si peut-être récemment, mais je ne maîtrise pas, je ne pourrais pas vous donner un nom spécifique maintenant. Même si beaucoup sont proches de ces cercles-là. Au Tchad, Manmat Kokoy et bien d'autres, ils sont très proches de ces cercles-là. Mais conseiller, au titre de conseiller d'un président, non, mais des hommes politiques, oui, des députés, oui. Sur le cas togolais, par exemple. Ah, mais merci beaucoup. C'est des réponses, des questions intelligentes, des réponses intelligentes. De M. Dino. Ouais, merci, Dr. Famekon. Et il y a Elisabeth qui soulève à nouveau et sa main. Et une seconde, je prends sur le chat quelqu'un qui a posé une question. C'est Géraud, Avouken et Dégéraud. Comment devenir, d'abord, on vous remercie pour cette belle conférence. Super. Et comment devenir un bon orateur, ça vraiment, c'est très pédagogue, hein? D'accord. Oui. Alors, je pose ma question parce que je ne vois pas d'autres mains levées. Ce que je voulais savoir, c'est qu'en est-il du poids des différentes langues dans les différents
joutes oratoires organisées. Est-ce que ça se fait toujours dans la langue française ou bien est-ce qu'on essaie de promouvoir les langues locales? Parce que nous, en Haïti, ça fait longtemps qu'on essaie de promouvoir le créole comme une langue à part entière, que d'ailleurs c'est une langue officielle de notre pays. Mais on est très vite limité dès qu'on essaie de faire un débat scientifique. Par exemple, en langue créole, parce que on ne trouve pas nécessairement les termes qu'il faut, parce que disons que le vocabulaire n'est pas assez développé au point de vue scientifique pour maintenir un certain niveau de langage et pour maintenir le débat au niveau que l'on voudrait. Donc c'est un peu ça pose un problème, mais qui est un petit peu, je pourrais dire, on tourne en rond parce que on essaie de ne pas utiliser le créole pour les débats scientifiques parce qu'on ne trouve pas les termes, mais en même temps on ne développe pas les termes qu'il faut, puisqu'on n'utilise pas vraiment cette langue pour faire les débats de certains niveaux. Donc, je voulais savoir ce qu'il en est pour les différents pays que vous connaissez où se pratiquent ces joutes oratoires. Oui, merci encore une fois Farah pour cette question, mais je vais jouer mon rôle de discutant quand même. Et par rapport à cette question précise, là ça me chatouille un peu. Sur la question de créole, moi je dirais que les matériaux et linguistiques sont là, les matériaux de langage sont là dans le créole, plutôt que nos usagers ne fassent pas l'effort nécessaire pour d'une part les chercher et les maîtriser et pouvoir les mobiliser à temps et aux besoins. D'accord, et ça, une seconde, ma grande. En créole pour moi, s'il te plaît. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que c'est une question de besoin parce que le fait que chez nous, et remarquez que cette conférence, on n'a pas tellement beaucoup de participants parce qu'ils n'ont pas compris nécessairement ce qu'ils font chaque jour, hein. C'est-à-dire l'acte du langage. C'est une pratique, bien entendu. Éventuellement, ce vocabulaire, les gens-là ne maîtrisent pas. Ok, il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais dit, mais c'est quoi cette affaire? Je dis, ne vous inquiétez pas, hein, on va parler de langage et sciences du langage. Donc ça veut dire que une fois que il y a plus d'échanges, de possibilités, de rencontres autour des termes, hein, eh bien, laissez ça évoluer dans la population qui va de toute façon s'en approprier et va l'utiliser, va créer à partir de ça et que ce sera presque normal. On peut pas nous forcer de dire maintenant traduire pour moi et locutoire. Bon, c'est pas aussi mécanique, mais rassurez-vous et que c'est bien sûr l'INAPAT va traiter cette conférence et cette conférence sera en ligne et au besoin pour le public intéressé, les étudiants qui vont travailler en premier cycle, deuxième cycle là-dedans et probablement ce terme va être beaucoup plus populaire chez nous et il va être approprié et alors que c'est une pratique que nous faisons et bien entendu chez nous c'est pas du nouveau. Moi-même j'allais poser une question que tu m'as volée et bien entendu tout à l'heure et concernant le rapport entre Toastmasters et que je faisais partie d'un groupe au Canada de Toastmasters de l'Université Laval et que je sais ça s'intéresse également et par rapport à cette pratique qui est mouvement élocutoire, c'est la même chose alors que il faut faire l'effort pour voir ça, c'est à partir de ce contexte que on met le lien mais c'est un grand champ de la littérature et orale et écrite qui mérite que nous fassions bien entendu l'effort de divulguer et que pour que finalement nos jeunes, nos intéressés puissent s'en approprier également et ça va faire son chemin. Mais parce que il y a également par exemple le ministère de la Culture vient de faire la promotion d'un prix pour des écoliers, bon pas écoliers, étudiantes et qui préparent leurs travaux de sortie en créole. Je vois que j'ai lu sur la toile, il y a 2 travaux qui sont sortis, hein. Et alors que ça, ils vont parler de quoi? Ils vont parler finalement de la science, j'imagine, hein. C'est des travaux universitaires. C'est-à-dire ces travaux, mais il y a plein de travaux, je peux vous dire, au Bureau national, à la faculté d'ethnologie
et auquel on peut revenir dans le pouvoir et il y a des mémoires qui sont sorties. Jean Coulanges, par exemple, avait fait, on parle des années, il a fait dans les années 60, il a fait son travail de licence en créole, et c'est le monsieur Pompulus, je crois, qui était son directeur de mémoire. Donc ça veut dire qu'il y a des travaux qui sont là. Il faut tout simplement s'y référer et faire l'effort de s'en approprier pour que la population, bien entendu, également fasse son travail de création, parce que c'est pas nous nécessairement qui vont créer à partir de ces concepts. C'est la population, les gens qui vont les utiliser, et ils vont sortir des choses absolument agréables pour enrichir finalement la langue, c'est-à-dire le créole qui nous intéresse présentement. Bon, ça c'était un point de mon lieu de discutant, hein. Et allez-y, professeur Fomekon. Merci Farah. D'accord. Merci beaucoup, Farah. Je dois dire, je ne partagerai pas le même avis. Au Cameroun, par exemple, bon, j'ai du mal souvent, on a souvent le mal à prendre la distance entre l'acteur et le chercheur. On s'est rendu compte que, par exemple, les formats sont le format britannique parle de Open Government 1, Open Government 2, Closed Government 1, Closed Government 2, qui sont des thèmes britanniques. Mais comment au Cameroun on adapte? On a trouvé un autre format qui a été créé par le RIPA au Cameroun, qui s'appelle le format royal. En fait, vu que le British Parliament serait basé sur le Parlement britannique et l'organisation politique britannique, on a trouvé d'adapter, par exemple, au format royal, qui sont les royaumes, qui sont aussi des organisations politiques, même si c'est pas au niveau national, mais au niveau des communautés. Et on a adapté un format au Cameroun qu'on appelle le format royal. À défaut d'avoir un premier ministre ou un Open Government One ou un chef de l'opposition, par exemple, on a le chef, on a des notables et on a ce qu'on appelle des chinois. On a adapté des thèmes de la langue Bamoun, par exemple, dans un format, c'est-à-dire, le problème n'est pas tellement l'absence des mots, c'est juste que le travail n'est pas fait pour aller trouver les correspondants dans nos langues. C'est un travail qui doit être fait, parce que tant qu'une langue a un dictionnaire, a un vocabulaire et tout, l'idéal c'est de trouver les correspondances. C'est comme ça que les langues s'enrichissent. Si on débat en créole et on manque de termes pour le faire, mais c'est l'occasion effectivement pour puiser. Mais comment on appelle telle chose en créole? Ça n'existe pas. Pourquoi ne pas en créer si on voudrait que le créole soit une langue? Donc peut-être au départ, il y aura une limite dans le vocabulaire, mais je pense qu'un travail peut être fait dans ça, adapter le langage au contexte local. Rassurez-vous, au RIPAO, par exemple, on essaie de travailler pour développer l'oralité patrimoine en essayant autant que faire se peut d'organiser des championnats en langue locale. Il est vrai, il faut un public pour ça, mais il faut aussi adapter un travail d'adaptation qui est nécessaire, linguistique, qui est important pour pouvoir adapter les thèmes, au contexte et tout. C'est important, mais j'avoue, il y a une certaine difficulté lorsque on ne maîtrise pas parfaitement ces langues-là. Parce que s'exprimer là, oratoire aussi, c'est vraiment là de la manipulation des mots. Mais je pense qu'il faut juste aller au-delà. Et si on maîtrise une langue parfaitement, on peut aussi débattre en cette langue. C'est ma petite expérience. Moi, je pourrais facilement débattre en la langue que je parle sans nécessairement maîtriser. C'est juste qu'il faut la maîtriser. Si elle existe déjà, ça veut dire qu'on pourrait trouver des correspondances. À défaut, il y a les termes pour ça en linguistique, les prêts. On parle d'anglicisme, des mots et tout ça. On peut aussi le faire dans nos langues. Si on ne trouve pas un mot et que le mot n'existe qu'en anglais, mais autant le prêter pour enrichir notre vocabulaire, c'est tout à fait légitime. C'est comme ça que grandissent les langues. Donc, effectivement, oui, il y a des championnats pas assez, cotés, mais qui existent. Et tout dépend aussi des politiques nationales. Le championnat, bon, peut-être c'est pas la même langue. Il y a des championnats en arabe qui existent en Égypte, mais peut-être pas pareil parce que l'arabe est une langue peut-être officielle là-bas. Mais nous allons chercher des pays où les langues nationales sont utilisées. Peut-être avec les mouvements qui naissent, avec la nationalisation des langues, cela pourrait bien arriver. Et on trouvera ces mots. Merci. D'accord, infiniment merci. Et ouais, et encore une fois, docteur Stetson. Oui, en fait, je pense que la difficulté première qu'on a au Cameroun, moi qui suis d'origine camerounaise comme le docteur Fomekon, et donc nous n'avons pas de langue nationale officielle. Nous avons 2 langues nationales officielles empruntées, donc le français et l'anglais. C'est comme au Canada en fait. C'est une difficulté énorme, c'est extraordinaire. Et ça, moi, je me bats tous les jours parce que pour qu'on apprenne, qu'on ait une langue nationale
une langue chez nous. Et c'est ce que je trouve vraiment regrettable chez nous, c'est cette absence-là, et puis la force aussi qui existe dans la Caraïbe aussi, plus particulièrement Haïti ou bien en Guadeloupe ou en Martinique, où le créole est vraiment revalorisé, valorisé, étudié même à l'université, quoi. C'est-à-dire, c'est parlé, ça fait pas biter un bien comme on dit en Guadeloupe, c'est-à-dire, c'est plus un truc, c'est pour les bolocos, comme ils disent souvent, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, mais nous, on n'est pas à ce stade-là. C'est ça qui est regrettable, quand même, dans certains pays africains. On a ça, et pour parler des joutes, même les joutes oratoires, ok, peut-être c'est pas la même, le même contexte, mais en musique, par exemple, dans nos traditions, dans nos musiques traditionnelles, on a affaire aux joutes oratoires, aux joutes vocales, j'allais dire plutôt. Oratoire, bon, je parle d'oralité parce que, comme c'est la voix dont j'assimile un peu faire un raccourci, en tout cas, mais les joutes existent véritablement où il y a cette puissance du chanteur. C'est-à-dire qu'au niveau de l'improvisation, au niveau de la maîtrise de la langue, la rhétorique, même, comme tu mentionnais tout à l'heure, Dr. Narcisse, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que si, je veux pas faire le comparatif, hein, c'est juste pour illustrer un peu le propos de Dr. Bien-Aimé tout à l'heure, ou bien de Farah, qui évoquait la langue, des langues, comment on peut faire avec le théâtre, tout ça. Donc, je trouve ça fabuleux, quoi, de pouvoir observer ça de près, de voir qu'il y a, malgré tout, ces survivances qui sont transposées à la diaspora africaine, afro-descendante en tout cas. On retrouve, je parle au niveau des funérailles, hein, par exemple au niveau du chant, de la musique. Enfin, comme je suis musicien malheureusement, non, je l'ai pas en ma chapelle. Donc, les joutes sont présentes parce que ces gens-là maîtrisent véritablement la langue dans laquelle ils chantent, dans laquelle ils improvisent dedans. Donc là, ils sont forts, ils sont puissants, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une piste de sortie, c'est-à-dire que, je prends le cas du Cameroun, c'est-à-dire dire que voilà, on instaure maintenant, c'est une question et une suggestion, je sais pas, ça me passe comme ça me vient à l'instant, j'y ai pas pensé avant, de dire que dans chaque région, il y a une langue quelconque, bon, on dit bon, on va prendre le Bafoussam, on dit je sais pas moi, le Bana, j'en sais rien. Ici, on va faire les joutes oratoires ici, en Bana, et voir ce que ça donne. Juste des jeunes, pas les vieux. Parce que c'est les vieux qui maîtrisent la langue, qui veulent plus entendre, qui maîtrisent vraiment la langue, qui ont le sens de la rhétorique, et qui sont maîtres de l'art, du bien parler, comme on dit communément, quoi. C'est, faut dire en italien, le bel canto, quoi, par exemple, bien chanter, le bien dire, qui ont ce sens-là. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait pas trouver aussi des parallèles? Parce que, je n'ai rien contre les langues occidentales, mais je pense que la force peut résider aussi. C'est pour ça que j'ai une admiration pour la Caraïbe, une fois de plus, pour le Haïti, la Guadeloupe, qui est française, bien entendu, mais en même temps, qui est quand même guadeloupéenne, parce que les gens, ils revendiquent qu'ils sont de là, grâce aux indépendantistes, en fait. Et est-ce que nous, nous ne pourrions pas réinventer une nouvelle langue, une langue unir toute une population? Je sais qu'il y a le slang, le Khmer. Comment on dit ça, Narcisse? Le camfranglais. Camfranglais, voilà, le camfranglais, qui est quand même, ça qui me dérange un peu parce que bon, c'est bien, mais je veux une langue, peut-être, il y a une écriture Bamoun, par exemple, le président Kamto en parlait l'autre jour, l'opposant, et il évoquait éventuellement de ressusciter ça, peut-être de mettre ça en lumière et de partager ça avec toute la population, qu'on ait une langue, quoi. Les Congolais, par exemple, ils ont le Lingala. Quand il n'y a pas de langue, il y a le français et l'anglais. Ils ont le Lingala. Toi et moi, quand on parle, on est de la même région, mais on ne parle pas la même langue. La même région, de l'Ouest. J'ai dit une région, comment on peut dire, de Gonaïve. Mais dans Gonaïve, il y a des quartiers, il y a des petits villages. Dans Gonaïve, chacun parle une langue. On peut se comprendre par moment, il y a un petit mot qui peut surgir là. Ce qui fait que même au niveau de la musique, même il y a des divergences, enfin, des différences qui s'installent, qui sont extraordinaires, qui sont inhérentes à la langue, en fait, qui est parlée. C'est fou, hein, c'est incroyable. Mais si on avait une langue, par exemple, parlée par tous, mais on aurait une force, ce serait top, que ce serait par des langages,
trivial, enfin, je dirais pas trivial, mais en commun. Mais on serait vraiment dans une autre dynamique, quoi. Mais c'est fabuleux, Ouais, oui, définitivement. c'est une très belle. J'ai beaucoup appris avec ton sujet, ton exposé a été extraordinaire. Il m'a réveillé. J'étais un peu endormi, mais ça m'a donné encore de plus sur. D'accord. Et bien super. Et il y a Roméo qui souhaite poser une question et sa main levée. Donc on va lui laisser la parole. Roméo, si je prononce bien, si vous m'écoutez, prenez la parole, prenez le micro. Ok, bonsoir déjà, merci pour la présentation. Encore désolé pour être arrivé à la fin. C'est justement le temps qui ne me l'a pas permis vu le décalage qu'on a. Moi étant au Canada avec les occupations qui tombaient à pic avec le début de la rencontre. Toutefois, je suis très content des points qui ont été abordés sur la fin du débat et je voudrais revenir sur les langues particulièrement. Et je partirai en disant peut-être que la langue, pour moi, je la vois comme le fondement de la mise en commun des individus parce que je me dis pour que nous arrivions aujourd'hui à communiquer toutes les parties prenantes ici présentes, il faut qu'on arrive à utiliser une langue. Alors, si on passe sur cette base où la langue est le fondement de notre mise en commun, alors je vois aussi la langue comme une forme de résistance. Si je reviens sur le cas haïtien, où le créole finalement était un moyen de pouvoir de manière technique ou de manière peut-être, comment je vais dire, de manière un peu sage, d'esquiver aux colons français en parlant une langue qui peut-être s'appuie d'abord sur des codes francophones, mais qui finalement change au fur et à mesure, qui sont dynamiques et qui deviennent une richesse ou un patrimoine local. Donc, je passe sur cette base-là et puis je me dis, si on tient compte de tout cela, on se rend compte que les personnes qui arrivent à parler une langue commune, je prends le cas peut-être des Sénégalais avec le Wolof, de la Tanzanie aujourd'hui qui vient d'adopter le Swahili comme langue nationale là, et je me dis, ok, mais c'est intéressant de voir tout ce que ça peut produire avec ces langues-là et aussi le leadership des personnes parce que on se rend compte que les personnes en Afrique de l'Est, que je vais citer le Burundi, le Rwanda, peut-être aussi la Tanzanie qui peut-être, je ne maîtrise pas la localisation, mais je pense en Afrique du Sud, là. Quand on regarde ces pays, on se rend compte que le fait d'avoir la langue, ça contribue quand même à un certain leadership collaboratif entre les citoyens et citoyennes. Mais, donc, la langue apporte finalement beaucoup de richesses. Et puis, je reviens sur ce que disait M. Dino tantôt sur le camp anglais. Et je me dis, c'est une langue qui est venue comme une langue de résistance et d'union, à un moment où la communauté camerounaise en avait besoin. Je parle aussi à titre de jeune Camerounais, bien évidemment. Et donc, à ce moment-là, la résistance politique face à la résistance de la communauté qui revendiquait une communauté peut-être pas bien cultivée ou peut-être facile à distraire. Parce que quand on regarde les fondements de cette langue, c'est une langue finalement qui est une langue d'union. J'ai l'occasion de rencontrer des compatriotes ici. Monsieur Dino a dit tantôt, c'est difficile de communiquer avec un compatriote, mais moi j'ai l'occasion très régulièrement de discuter avec le docteur Narcisse Fomekon en parlant en camp anglais. Il peut vous le confirmer. Et c'est un élément de proximité. On n'a juste pas pu matérialiser cela comme un outil du quotidien. C'est-à-dire nos scientifiques, nos experts, nos intellectuels n'ont pas su utiliser cela comme un moyen de mise en commun. Parce que c'est une langue finalement qui, dans un pays où le leadership individuel, où le leadership identitaire et tribal est très mis en avant, ça devait être un moyen pour nous de pouvoir de manière subsidiaire répondre à cela. Dans quel sens? Dans le sens où c'est le camp anglais, donc ça veut dire les langues locales camerounaises, le français et l'anglais, donc c'était vraiment un continuum du tout, où chacun s'identifiait, où chacun peut finalement être intégré, donc c'est vraiment une langue inclusive qui aurait peut-être profité des mécanismes on aurait profité des mécanismes des experts du domaine. Je vais parler de celui que je connais, le docteur Narcisse Fomekon par exemple, avec des connaissances en littérature structuraliste, en philologie et tout ce qui va avec, de pouvoir construire une grammaire, de pouvoir construire un alphabet, de pouvoir construire, enfin, tout ce qui entre pour pouvoir en faire une langue avec des codes et des usages. Donc, je pense que c'est ce qui a manqué et qui pourrait encore aujourd'hui être une opportunité, bien évidemment, parce que on a essayé de pourfender cette langue et de lui donner tous les idéaux négatifs et néfastes qui pouvaient exister
Mais très tôt, nous avons compris l'ambition de la langue et le fond de ce qui était, de ceux qui portaient. Je vais citer ici Joe La Conscience, qui était un résistant camerounais. Je vais citer le défunt Lapiro de Baga. Et on se rend compte, même à travers la musique, à travers différents mécanismes, ils arrivaient quand même à promouvoir cette langue-là. Enfin, je l'appelle langue par abus, mais je préfère l'appeler ainsi, parce que je rêve qu'elle en soit une. Et puis aussi, il y a des musiques comme Kopo, à l'époque, qui a chanté Si tu vois Mago, etc., qui était vraiment... qui a beaucoup impliqué la jeunesse, mais qui a été dépassée parce que la politique n'a pas accompagné. Encore une fois, on comprend qu'il s'agit beaucoup plus d'innovation sociale, parce que c'est la communauté qui devait aller défendre sa langue, et non l'État, parce que l'État n'a pas besoin que nous soyons unis. Et à ce moment, je me dis, est-ce que finalement, maintenant, peut-être pour rejoindre tous les points que vous avez débattus, vous avez abordés, et je me dis, est-ce qu'il ne faut pas regarder dans ces langues-là pour repenser, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Caraïbes, nos pays, nos communautés de manière inclusive? Parce que là, oui, peut-être en Haïti, par exemple, la langue, elle est commune, mais revenir sur une langue, comme vous avez dit tantôt, peut-être M. Dino le disait tantôt, contribuer à parsemer, à renfermer les petits creux qui n'existent pas peut-être sur la dimension scientifique aujourd'hui, ça pourrait, à mon avis, permettre de renforcer encore le sentiment d'appartenance, de revenir, de reparcourir les grands courants historiques de nos différentes cultures. Ça donnera l'occasion au Cameroun de revenir sur qui sont les fondateurs, par exemple, du camp Franglais, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, c'était dans quel but, et maintenant construire un alphabet qui résonne dans la conscience collective. À Haïti, ça sera pareil, on dira, ok, on a voulu utiliser le créole pour faire une langue complète, on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements, on est rentré dans les fondements même du créole, on s'est rendu compte que voilà comment les mots étaient agencés pour constituer X et Y éléments, et à partir de là, donc, on a construit un nouveau discours scientifique qu'il va falloir intégrer dans la nouvelle génération, parce qu'on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour ceux qui viennent après nous. Donc voilà peut-être le petit point que je voulais conclure. Ouais, super. Et merci beaucoup. Alors, Dr. Fomekon, à vous. Merci, vous avez abordé aussi un point qui est d'une importance capitale pour nous. Peut-être pas, mais comme M. Dino, il posait certainement une question rhétorique, et bien évidemment, et on ne peut pas mettre sur pied une langue commune. Et je vais répondre avec un peu de vous dire, en fait, c'est la volonté politique qui manque. Les scientifiques le savent. Ils ont même fait des propositions. Au Cameroun, on dit qu'on a plus de 250 langues, mais permettez-moi de dire que c'est faux. On n'a même pas 100 langues au Cameroun. Elles n'atteignent même pas 50, mais elles ont des variétés. C'est la nuance qu'il faut apporter. Très souvent, on dit, vous allez écouter, si vous écoutez par exemple un Français de Marseille, qui ne parle pas comme un Français de Paris, ils se comprennent peut-être, mais il y a des thèmes sur lesquels ils peuvent avoir des discordances. Le cas du Cameroun est particulier, et ça, c'est dans un colloque scientifique, on en avait parlé avec des chercheurs aussi, dans sociologie et tout. En fait, il y a des langues avec des variétés. Et c'est très facile de dire, à l'ouest, voici 2 ou 3 langues qui existent. Et voilà les différentes variétés. Mais je dis, mais il y a un de nos enseignants qui nous disait, comment on dit non en votre langue? Et il disait, dites chacun. Et dans la salle, quand tout le monde disait, on se rendait compte qu'on avait presque le même mot. Peut-être pas en Douala, en Bassa et tout ça, mais il démontrait par là la preuve qu'on a des variétés d'une même langue. Le problème, c'est que les hommes politiques, et comme Roméo l'a dit, on se le sait tous, ne voudraient pas, en tout cas, quand on dit les hommes politiques, il n'y a pas une volonté politique qui ait des langues communes. Au cas du Cameroun, d'aucuns avaient proposé à l'époque, comme l'extrême nord est l'une des régions les plus peuplées, et qu'il y a une langue, le Foufoudé, qui est la plus parlée, on pourrait adopter cette langue. Dans un pays, ça arriverait si la volonté politique y est. Il suffit de donner des avantages, de prouver au peuple quels sont les avantages. Et le camp Franglais dont on parle, ce n'est pas les projets qui en ont manqué. Il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont été effectués sur les travaux de Copo, de Valsero et bien d'autres sur le camp Franglais. Ce n'est pas les sociolinguistes, sauf que il faut des moyens et il faut que quelqu'un décide un jour que cette langue-là qu'on utilise là, elle va passer de son état de langue pointe, langue de chant franca à langue officielle. Et ça, toutes les langues passent par là. La grammaire historique est faite pour ça. Lorsqu'on étudie, on a une grammaire historique, on se rend compte que le français a évolué, l'espagnol a évolué. À un moment donné, on a décidé d'adopter des approches, les linguistes sont mis sur pied pour dire, ok, on parle la langue de telle façon, mais pour qu'on se comprenne mieux, voici comment on pourrait proposer, voici le dictionnaire, voici les mots, le lexique et tout. Et ça pourrait avancer. Beaucoup de langues camerounaises de plus en plus ont des dictionnaires aujourd'hui qui sont actualisés au fur et à mesure. C'est le travail qui est fait au niveau
Mais au niveau national, il faut vraiment une volonté politique. Vous voyez, on décrète une langue LN nationale. Au Rwanda, on avait décidé, on ne parle plus français, on va parler anglais. Vous voyez, aujourd'hui, on a l'impression que le Rwanda était toujours anglophone, entre guillemets. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il a suffi qu'à un moment donné, un homme décide qu'on ne va plus parler français, on va parler anglais, et qu'on mette des moyens et on prépare des générations qui vont parler anglais. Donc, c'est possible. Oui, C'est très possible. Mais bon, c'est très possible. Merci beaucoup. Question intelligente, réponse intelligente. Et je fais un point et puis je donne la parole à France Clairville qui avait soulevé la main. Et pour la question, par exemple, je dirais que les langues, en général, les langues sont vivantes. C'est-à-dire naissent et puis évoluent à un certain moment, bien sûr, dépendamment de la viabilité, cette langue pourra de toute façon pourra disparaître. Maintenant, en ce sens que la question, Dr Formecon vient de souligner, c'est la question de l'aménagement linguistique, et c'est-à-dire c'est la responsabilité de l'État. Et pour le cas du créole, moi je dirais comme notre ami tout à l'heure qui vient de parler, je cherche son nom sur le chat, bon. Oui, en tout cas, c'est comme il est au Canada, il est témoin, hein, j'imagine qu'il est témoin de ce qui se passe au niveau de la presse et par rapport au lieu même finalement du Parlement et la société québécoise, comment et le nationalisme québécois et la question linguistique, la question de la francisation. Et c'est un enjeu d'existence. Et ça veut dire on ne joue pas avec ça. Et c'est peut-être le cas pour Haïti par rapport à son histoire, par rapport à, c'est-à-dire les valeurs qu'on se retrouve à mettre en avant. Et la question du créole est un enjeu existentiel. Donc, et il suffit, comme vient de le dire tout à l'heure Dr Formecon, qu'un responsable politique, qu'un groupe politique, qu'un projet politique et de société et prenne la décision d'aménager cette langue au niveau du territoire, à ce que ce qu'on vient de parler là, de compétition élocutoire, et que ce soit d'un point de vue avec des axes expressifs, avec des axes assertifs, avec des axes directifs, en termes d'actes élocutoires, et se fasse en termes de compétition, et que ce soit aménagé d'une certaine manière, qu'il y ait des primes valables et respectables, et pour que effectivement le créole fasse son chemin correctement et comme lieu valorisant. Donc, et en ce sens, on n'est pas encore là. Bien sûr que le peuple haïtien, dans sa revendication depuis toujours, arrive à instituer cette langue depuis 1987 dans la Constitution comme étant une langue officielle, mais le travail d'aménagement est à faire. Et à nous sachant, et bien entendu, de continuer à accompagner ce peuple revendicatif pour que, autant que par exemple au Québec, la question, on ne joue pas avec la question du français. Et pour eux, c'est important. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est peut-être favori à faire. Mais ils sont là, par exemple, on peut, autant que pour le drapeau, par exemple, on a vu l'autre jour la fête du Patriote, et que le Desjardins, qui est une banque, disons une coopérative, mais quand même une banque québécoise, a commis l'erreur, veut pas, ou bonne intention, mauvaise intention, a mis le drapeau canadien comme effigie et lors de la fête, et ça fait boum, et la banque a dû finalement demander pardon, disons, et fait son mea culpa. Donc la question linguistique, la question de symbole, c'est des enjeux important pour une société qui souhaite se tenir, hein, et continuer son parcours, son cheminement décolonial. Donc, en ce sens, on ne peut pas jouer avec ça et dire on n'a pas d'outils. Eh bien, il faut les créer tout simplement. La langue vit, il faut y injecter de nouvelles ressources pour l'enrichir. Le créole, et bien entendu, on peut dire que c'est quand même une jeune langue, hein. Haïti n'a pas 400 ans, et au sens que, comme on peut dire, ça veut dire que c'est une jeune langue autant qu'une jeune nation. Donc à nous de forger, de poursuivre et de valoriser, et pour que effectivement ces matériaux-là soient disponibles, hein, et puis maîtrisés et mobilisés aux besoins. Maintenant, je donne la parole, si vous me permettez, monsieur, bien entendu, monsieur Formecon. Question dans le chat depuis, peut-être il ne faut pas qu'il nous dise.
Oui, question dans le chat. Attendez, monsieur Clairville a patienté un peu. Comment devenir un bon orateur? Ça, c'est une question qu'on pose à un prof qui vient de le démontrer et par un acte de langage. Et que comment développer également les clubs de débat. Et ça, c'est mécanique, c'est-à-dire que c'est presque prescriptif. Allez-y, je vous en prie. Oui, mais on va aller tout droit. Comment devenir un bon orateur? On ne va pas faire peut-être quand même un cours d'information là directement, mais la première des choses, c'est de très souvent prendre la parole. C'est la meilleure façon de devenir bon orateur. Il y en a qui s'expriment très bien en famille, mais lorsque les personnes elles sortent du cadre familial, elles sont en face de leurs camarades de classe, elles commencent à tituber ou à ne plus connaître le genre des mots et tout. Donc, la première chose, c'est déjà de régulièrement prendre la parole en public et surtout devant des publics auxquels on n'est pas habitué. Maintenant, il y a des ateliers de formation dont le RIPAO, la Maison de l'Orateur, les associations dont nous citons qui font des ateliers de formation en prise de parole en public. Et donc, et pour répondre à cette question, ça prendrait le temps d'un atelier ou des ateliers parce qu'on forme aussi des orateurs à l'expression en public. Par contre, comment développer les clubs de débat? Il faut déjà, si vous ne connaissez pas le débat, vous pouvez souscrire, je ne sais pas moi, au service d'une association d'art oratoire ou d'une société d'art oratoire. Je vais prendre un cas simple. Pour les au Burkina Faso, Binyoubi Marius avait quitté le Cameroun, invité par son ami au Burkina pour aller participer à la création des associations, des clubs d'art oratoire dans des écoles au Burkina. Donc, il savait qu'il y avait quelqu'un qui était déjà dans le domaine au Cameroun et qui travaillait là-dessus. Et il a appelé l'invité pour un séjour de 3 mois au Burkina. Il est venu mettre sur pied les clubs d'art oratoire. Aujourd'hui, le Burkina est le leader, qu'on le veuille ou pas. Ils produisent des champions et des champions. Vous ne pouvez pas avoir une finale en Afrique sans trouver un Burkinabé dans le carré final. Et c'est un résultat de 10 ans, de 2012 à 2023. Ces gens, chaque année, c'est des champions. Et le résultat est palpable, il est visible. Et récemment, le Mathèse en 180 secondes qui a trouvé un concours d'art oratoire et je crois une Burkinabé l'a aussi remporté en 2016. Et très souvent, les Burkinabés, c'est-à-dire, comme on dirait au Cameroun en langage trivial, ça ne ment pas. Et permettez qu'on rentre souvent lorsqu'il y a des activités. Donc, créer des clubs, c'est déjà former des jeunes qui vont s'y former dans des clubs. Et si vous n'avez pas, vous pouvez contracter les services de quelqu'un qui s'y connaît. Et dans beaucoup de pays, les associations sont même près d'elles, ne demandent pas grand-chose pour venir former les jeunes. Très souvent, vous leur donnez la salle et tout, ils vont faire des ateliers. En tout cas, pour le débat. Maintenant, pour la prise de parole, c'est tout autre chose. Il faut dire que c'est un domaine qui est encore fragile parce que les financements ne viennent pas encore, tout au moins les entreprises n'ont pas encore pris le pouls des choses. Et ils observent cette activité un peu avec le recul, mais l'engouement prend de plus en plus. Les universités s'y prennent et font des cours déjà d'oratoire qui sont enseignés et évalués. Et en France, on instruit le grand oral au baccalauréat. Ça prouve que le retour de l'oralité, en tout cas dans le monde anglophone, existe. Parce que dans le monde francophone est de plus en plus clair. Il faut dire que l'oralité est une vieille pratique. Et c'est pour rebondir sur ce que M. Dino a dit tout à l'heure. Il avait vraiment raison. Les jeux verbal existent en Afrique dans la tradition orale. Nous parlons de nouvelles pratiques, effectivement, pour faire différent avec ces jeux verbal. Le Vedon, monsieur, qu'est-ce qu'il a présenté en début? C'était un art théâtral complet. Et enfant Betty Boulou, un monsieur a entretenu un public pendant plus de 10 heures de temps. Et pour revenir à la question, la dame, elle a posé, désolé, son nom. Oui, Farah. La philosophie, même dans certaines langues africaines, où certains mots, elle est tellement riche, où on est même incapable de traduire en français, en anglais. Il arrive qu'il y a des mots, un savoir oral qui est difficilement, qu'on traduit difficilement en français ou en anglais. C'est pour dire que nos langues, peut-être, ont manqué de support d'entretien. Mais le cas du VET qui est pratiqué par les peuples Béti Boulfang du Sud, au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Congo-Brazzaville, c'est une preuve parfaite que l'oralité même peut se trouver dans nos langues. Tout dépend maintenant et il faut qu'il y ait des personnes qui maîtrisent ces langues-là. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. C'est le tour de Franz Clairville qui souhaitait prendre la parole. J'espère qu'il est encore là. Oui, je dis bonjour, bien bonsoir à l'Assemblée. Et je voulais poser quelques questions à M. Narcisse. D'abord, je vais demander à M. Narcisse où sont passés les griots africains par rapport à ce mouvement. Ont-ils perdu leur place dans la société africaine? Ces joutes me rappellent un peu l'Agora. Peut-on y voir vraiment une certaine correspondance?
dans ces activités, qui décide des règles. Ensuite, je demanderai comment sont choisis les sujets. Comme conséquence, vous avez parlé de libération de la parole par ces activités. Vous avez parlé de cadre qui permet aux gens de s'exprimer par un jeu de paroles. Je dirais qu'ils se cachent pour s'exprimer. Donc, ça nous fait quand même 3 questions. Est-ce qu'on peut voir par cette démarche d'énonciation, est-ce que cette démarche d'énonciation ont, je dirais, amené des actes performatifs, c'est-à-dire en dehors d'amener les gens vers certaines professions, est-ce qu'on arrive à créer, vous avez parlé d'esthétique, à créer, à engendrer autre chose avec la performative? Ok, merci. Le langage d'initiation. Okay. Super, merci Monsieur Clairville. Et il y a 4 questions où sont passés les griots. Je vais reprendre plus ou moins parce que c'est assez dense. Et puis, les questions de sujet. Et la question de sujet. Et ensuite, qui décide, disons, des sujets, par exemple. Et ensuite, l'acte de dénonciation et à l'acte performatif, comment ça bouge. Bon, et puis, qui décide, bien entendu, des sujets. J'ai l'impression que c'est plus ou moins je saisis en termes de 4 éléments de question. Mais où sont passés les griots? Je crois que les griots, comme plusieurs porteurs de la tradition orale, sont en cours de disparition. Nous avons eu le malheur ou le bonheur de travailler sur le VET, permettez que je revienne là-dessus. Les compteurs de VET peuvent faire partie de ce qu'on pourrait appeler des griots. C'est des personnes qui avaient le monopole de la parole et donc du coup ça se transmettait, d'ailleurs le VET se transmettait de maîtres à disciples. Donc il y avait les familles des griots. On ne va pas revenir sur l'histoire du VET qui est une pratique vraiment qui pourrait être pour certains le chef de la littérature orale africaine. Mais voyez-vous, lors de notre étude, on avait remarqué qu'il n'existait plus qu'une vingtaine dans presque tous ces pays que nous avons cités. Au Gabon, ils sont passés où beaucoup ont subi les foudres du régime au Gabon. Il y en a parce que les vetteurs ou les compteurs de vetteurs avaient la particularité d'être des porte-parole de la communauté et par conséquent défendaient la communauté au détriment, entre guillemets, du colon. Parce que comme vous aurez remarqué, ces traditions orales étaient en quelque sorte, ont beaucoup résisté contre l'occupation. Et du coup, au Gabon, ils ont été très combattus. Il y en a qui en sont morts. Et pourtant, il y avait la grande école du VET qui avait été créée par Tiran dans le tout, au Gabon et tout. Donc, l'art du VET, dans ce contexte-là, a du mal à survivre. Par contre, puisqu'il y a 3 types de VET, il y a le VET des amoureux, il y a le VET de philosophie, le VET des camps et le VET des Boubi. Et selon le VET et selon le gris, il y a un autre qui peut prospérer, celui des amoureux, parce qu'il est moins contraignant. Il est moins contraignant en termes de transmission et qu'il s'adapte aussi parce que c'est celui des festivités et tout. Et donc, ces personnes-là qui pourraient être considérées, à mon humble avis, comme des griots, parce que c'est dans des circonstances particulières qu'ils intervenaient. Ça, c'est le cas de l'Afrique centrale. Si on va maintenant en Afrique de l'Ouest, oui, ils existent toujours, les Djeli et tout ça, ils existent au Mali et dans d'autres pays. Mais il faut avouer que tout comme nos traditions sont en perte, en cours de disparition, comme le disait Chebouamand en 2005 dans son ouvrage, et en voie d'extinction, ces traditions-là disparaissent aussi avec nos orateurs. Parce que nos griots, ils ne s'exprimaient pas en français et non pas en anglais. Si aujourd'hui le français prend le dessus sur les langues locales, la conséquence d'y être aussi, c'est qu'il y ait peu de personnes qui s'intéressent à ces langues et par conséquent que les griots disparaissent, d'autant plus que les espaces d'expression sont de plus en plus réduits. Et c'est ça aussi. Donc, ils disparaissent, mais il y a de quoi sauver peut-être ces activités-là. Parce que n'oublions pas, ils sont foncièrement liés à la nature politique traditionnelle qui est très souvent en concurrence avec les régimes nés des indépendances. Ça fait que lorsqu'ils ne sont pas en harmonie, c'est nos griots qui empathissent avec les régimes, les royautés et tout ce qu'ils vont avec parce qu'ils fonctionnaient ici avec ces structures étatiques-là. Donc, et l'Agora, la correspondance avec l'Agora, oui, il y a une certaine correspondance parce que l'Agora aussi, qui est de plus
et comme le Toastmaster et bien d'autres qui organisent aussi les activités d'oratoire et d'éloquence. Mais les pays dont nous avons cité tout à l'heure, sur lesquels nous avons principalement travaillé, les Agora ne sont pas très présents, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont eu une influence particulière. D'ailleurs, plusieurs personnes ont participé aux compétitions de ces Agora-là et qui définissent les règles. Alors, chaque championnat a ses règles. Chaque championnat a son format de débat. Par exemple, lors du SIDA, par exemple, au championnat de Ribao, ils ont adapté un format mixte, British Parliamentary et COPA. Quand je dis format, peut-être c'est que je vais de manière expliquée. Par exemple, si vous allez au championnat du monde scolaire, vous partez avec trois orateurs et 4 points remplaçants. Les 3 orateurs peuvent prendre la parole et ensuite le dernier orateur repasse pour ce qu'on appelle le replay. Ça, c'est leur format qui a un replay. Chaque orateur a 8 minutes et en plus il y a 4 minutes après. Puis nos formats en British Parliamentary de l'Angleterre, on a 8 débatteurs, 4 par équipe et chaque équipe est faite d'un binôme. On a 2 binômes par équipe, pardon. Open Government 1, Open Government 2, Close Government 1, Close Government 2, Open Opposition 1, Open Opposition 2, Close Opposition 1, Close Opposition 2. Et chacun a un rôle spécifique. Il y a des documents là-dessus que vous pouvez, qu'on a rédigé là-dessus sur ces formats. Chacun joue un rôle spécifique. Ce qui fait que lorsque vous participez à une compétition, il y a ce qu'on va appeler le règlement intérieur de cette compétition qui définit les règles, les sujets. Voici ce sur quoi on va débattre. Voici les règles. Vous avez 5 minutes de parole. Voici les points d'information. C'est tout un langage un peu technique. On n'aura pas le temps de révéler tous ces langages-là pour l'instant. Donc, on écrit de l'énonciation à notre performance. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris cette question, mais toujours est-il que on a essayé un début de recherche sur ces particularités. On se plus penché sur est-ce qu'il y a des particularités des orateurs selon leurs origines. Et on se rend bien compte que les orateurs africains, par exemple, plus beaucoup dans les traditions orales avec des proverbes, les épopées et très souvent le storytelling d'une certaine façon. Et est-ce que quelque chose naît de ces interventions-là? J'ai du mal à dire oui parce que c'est comme si c'est un horizon d'attente, quoi. C'est-à-dire, on sait déjà ce à quoi on va arriver. Ce n'est pas comme si on créait particulièrement une sorte d'expression. Vous savez déjà dans quoi vous allez vous développer votre discours, on parle même du discours classique. Mais j'ai du mal, franchement, peut-être que je n'ai pas saisi bien la question, mais au cas où, monsieur, vous pourrez le préciser, ça me permettrait peut-être d'apporter davantage de réponses. Merci beaucoup, Dr. Femekon. Il y a Elisabeth qui redemande la parole, mais bien entendu, et on s'approche vers la fin. On doit terminer à l'heure. L'émission dure au maximum 2 heures. Et quand il y a beaucoup de questions comme ça, beaucoup d'échanges. Mais bravo parce que ça marche, et il y a tellement de questions. Et Elisabeth, à toi la parole. Merci, je serai brève. Oui. Et ce que je voulais demander, c'est avec la crise sanitaire que nous avons eue, la COVID, ça a permis au club Toastmasters d'adapter leur format au virtuel. Donc, actuellement, on n'a aucun problème à avoir des réunions en ligne. Il y a même des clubs qui ne fonctionnent qu'en ligne, qui ne fonctionnent pas du tout en présentiel. D'ailleurs, leurs membres viennent de tous les pays de la planète, donc ce serait vraiment compliqué s'ils voulaient réaliser une réunion en présentiel. Mais donc, ça a bien marché pour Toastmasters. Par contre, pour nos clubs de débat en Haïti, je ne sais pas pour ailleurs, c'est vraiment compliqué. On n'a pas réussi à adapter nos clubs de débat au format virtuel. Donc, il faut absolument que les jeunes se rencontrent en présentiel pour les joutes oratoires, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas vraiment au virtuel. Ça, on ne peut pas, on n'y arrive pas. Donc, je voulais demander, est-ce que vous, dans votre pays, vous arrivez à avoir des joutes oratoires qui fonctionnent, qui marchent bien en virtuel? Voilà, c'est ça la question. Très bonne question, rassurez-vous, je vais vous répondre avec la plus grande joie du monde. Il est vrai, actuellement, je suis en France et on a organisé le SIDA qui a été présenté tout à l'heure, que j'ai montré tout à l'heure. Le SIDA a été organisé entièrement en ligne.
c'est l'une des premières compétitions d'art oratoire internationales organisées entièrement sur la forme de débat. Il faut faire la nuance. Il y a des compétitions d'éloquence qui se font en ligne. Là, c'est un peu plus facile à gérer. Mais quand on arrive au débat, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un challenge. On a réussi avec peut-être quelques fautes. Bien évidemment, c'est normal lorsqu'il y a des premiers. Mais oui, cela se fait. Mais maintenant, le souci de la connexion se pose. Mais c'est possible. L'Oripao, dont j'ai cité tout à l'heure, l'expertise en la matière et pour les compétitions en ligne. Et déjà, le concours de l'Université Senghor, dont nous avons parlé, se fait entièrement en ligne depuis 2020. Chaque année, c'est en ligne. Et le SIDA, c'était la première commission de débat entièrement en ligne, avec chaque fois des matchs qui se faisaient dans des groupes différents. Et je vais aussi vous mentir que on ne vit pas un événement en ligne comme si on vivrait un événement physique. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Mais par contre, effectivement, les compétitions en ligne, elles ont le vent en poupe, bien évidemment, depuis la venue du Covid. Et voilà, ça se fait. Ça se fait. Et le problème, c'est juste que les orateurs soient connectés à la fibre dans leurs différents pays. Parfois, il y en a qui ont quitté la compétition à cause de cela. Mais oui, ça s'est fait et nous avons la preuve palpante que cela a été fait à travers l'Oripao. Et permettez que, au nom de l'Institut haïtien patrimoine et tourisme, que je remercie Dr. Formecon et Narcisse pour cette belle conférence instructive, très pédago, et également les participantes, vraiment, on n'est pas nombreux, mais c'est vraiment une conférence utile d'Allo Afrique. Et nous remercions tous et toutes d'être là, et également actifs et actives en termes de participation. Nous faisons coucou à l'Afrique, autant que nous attendons que l'Afrique nous fasse également coucou. Merci beaucoup et rentrez bien et reposez-vous bien. Ça a été un vrai plaisir. Dr. Sitson, on a en discuté, hein? Rassurez-vous. N'a pas parlé. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir. Dr. Blue, bye bye. Au revoir, Sarah. Au revoir. Et merci pour l'opportunité et à la prochaine. À la prochaine. Au plaisir, hein. Au revoir. Ok, Roméo. Au revoir. Ok, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. À la sauce. Na jwen kote n soti, kote n brale, na kon ki moun nou ye, tout bien nou posede. Fouye zo nan kalalou ki ti peyi, na jwen nou. An nou fouye zo nan patrimoine ki ti peyi, na jwen nou. Oh, na jwen nou. nou.